Je vous propose une petite vidéo pour vous parler des différents drones de la gamme DJI. Avec le nombre de drones qui est sorti ces dernières années, ça devient de plus en plus difficile de savoir ce qui vous correspond. Et aussi, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à deux questions. Première question: quel drone est-ce que je dois prendre pour aller en vacances? Deuxième question: si vous êtes débutant, quel drone faut-il choisir? Alors, j'ai choisi ici de vous sortir un échantillon de drones de la gamme DJI et on va examiner ces différents drones et voir quelles sont leurs caractéristiques et ce qui est intéressant pour un débutant ou pas. Donc, petite présentation rapide, on a la gamme Mini, qui est ici un Mini 3 Pro. On a ensuite la gamme de DJI Avata 2. On a un R3S. On a le petit Neo 2. Et enfin, on a la boîte Mystère, qui est en fait le prochain drone qui est en précommande. Et si vous suivez l'actualité, vous vous doutez que c'est le DJI Avata 360. Donc il devrait arriver fin avril. Mais comme j'ai déjà regardé pas mal de specs et que j'ai l'habitude des caméras 360, on pourra déjà voir ensemble quelques caractéristiques. Alors j'ai pris mon petit copion ici pour vous donner des chiffres cohérents. On va commencer par le DJI Mini 3 Pro. Donc là on est sur la gamme Mini, on voit que ce sont des drones très petits, très légers. On est sur moins de 250 grammes, ce qui va nous donner la possibilité de voler en C0. C0, ça veut dire pas de licence et ça va nous donner une réglementation allégée. Donc c'est assez intéressant. C'est aussi très intéressant si vous voulez partir à l'étranger, en Amérique, au Canada, en Chine, au Japon. Donc dans ces pays lointains, la réglementation est beaucoup plus stricte avec des licences comme la licence C1 par exemple. Donc ce mini drone est équipé d'un vol stabilisé sur 3 axes. Donc on va avoir des images vraiment très stables. Et on a un vol assisté. Donc on va vraiment profiter de toute l'assistance de DJI en ce qui concerne la stabilisation. C'est un drone idéal pour de la vidéo en 4K, également pour de la photo. Il y a un détecteur de collision. Ici, on est sur la version 3, on a un détecteur devant et dessous. Si on prend les modèles plus récents, comme le DJI Mini 5 Pro par exemple, on a alors un lidar et une détection omnibidirectionnelle. La durée de vol est de 30 minutes. Ce qui est vraiment très confortable pour voler. On a 3 batteries avec le mode combo. Le mode combo est vraiment ce que je vous suggère lorsque vous achetez un drone, parce que vous allez avoir non seulement le drone, mais également 3 batteries, ce qui est vraiment presque indispensable pour voler, un sac de transport et différents accessoires tels que des hélices de rechange par exemple. Avec ce drone, on va pouvoir voler à une vitesse maximum de 55 km/h, ce qui est très raisonnable. On a une portée théorique de 18 km, mais de toute façon, vous allez être limité à un vol à vue, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Je dirais que ce chiffre est à prendre en rapport avec la qualité de l'image que vous allez avoir. Plus la distance sera grande, plus vous aurez une image stable, même si vous avez des obstacles tels qu'une maison, un château ou choses comme ça qui pourraient empêcher l'envoi de signaux de votre drone vers votre radiocommande. C'est un drone qui est très complet puisqu'on peut le faire voler aussi bien avec une radiocommande qu'avec des lunettes et un RC. Malheureusement, dans le cas du DJI Mini 3 Pro, c'est un drone qui date de 2023 et qui est en Ocusing 3, c'est-à-dire une technologie qui n'a pas évolué et donc tout le matériel que vous voyez ici n'est plus compatible avec les nouveaux appareils.
Donc si vous pensez acheter ce drone d'occasion et faire une bonne affaire, faites quand même très attention que vous allez arriver avec du matériel qui ne sera plus compatible. Donc si vous achetez des lunettes ou une radiocommande, elle ne sera pas compatible avec tous les autres drones qui sont ici. Ce Mini 3 Pro avec les accessoires m'est revenu à 1 200 €. On peut trouver actuellement le Mini 5 Pro en mode combo à 999 € avec la radiocommande, avec le téléphone, à 1129 € avec la radiocommande avec l'écran, sans les Google. Et cette nouvelle version du Mini 5 Pro vous offre le LiDAR, la détection omnidirectionnelle et le nouveau système de communication OcuSync 4+. Donc là, vous êtes vraiment très bien avec ce drone. Il est extrêmement silencieux, c'est peut-être même le drone le plus silencieux de la gamme. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Si c'est votre premier drone, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Un drone de la gamme de chez DJI Mini. Parce que vous allez avoir une qualité photo qui est vraiment excellente. Un drone qui est très silencieux, c'est vraiment très important quand vous volez dans des régions un peu touristiques. Vous allez très rapidement, si votre drone est bruyant, vous allez très rapidement avoir des remarques de personnes, alors qu'on pourrait dire qu'ils sont jalouses, mais je pense que c'est justifié, c'est vraiment très pénible d'entendre ce bruit strident comme peut l'être le DJI Neo 1 par exemple. C'est vraiment très pénible quand on entend ça près de soi et que l'on est en vacances. Alors ensuite, je vous présente le Avata 2. Donc lui, je l'ai acheté en août 2024, il m'a coûté 1 400 €. Vous voyez qu'il y a une différence par rapport à la gamme Mini. On a des hélices qui sont protégées par un carénage, donc on risque beaucoup moins de casser les hélices. Alors qu'ici, les hélices sont vraiment apparentes, donc si vous touchez à une branche d'arbre avec ça, vous allez exploser le drone. Alors lui, c'est ce qu'on appelle un Cinewhoop et c'est ce que l'on appelle du FPV. L'usage est un peu différent de ce drone mini. Ici, on est vraiment sur l'aspect photographie et vidéo. Ici, on est plus sur des, je dirais, cascades ou des cabrioles avec le drone. Mais cependant, vous avez quand même une excellente caméra et vous allez pouvoir faire des films qui sont stabilisés. Par rapport au Mini, ici on a 3 axes de stabilisation, ici on n'en a qu'un, c'est dans ce sens-là. Donc évidemment, vos images risquent de bouger un peu plus, mais honnêtement, c'est vraiment très bien. Il est, je dirais, relativement silencieux, beaucoup moins que celui-là évidemment, mais ça reste raisonnable. D'ailleurs ici, on l'annonce à 81 dB, ce qui est quand même relativement raisonnable. Par contre, ce drone pèse 377 grammes et on passe donc avec la licence C1. Vous pouvez la passer en ligne, c'est gratuit, et vous pouvez la passer autant de fois que vous voulez. Donc c'est relativement facile à obtenir et de toute façon, même si vous n'avez pas besoin, je vous conseillerais de passer la licence, même avec un C0, parce que ça va vous donner vraiment les bases pour voler en toute sécurité. Donc c'est un drone qui va être beaucoup plus basé sur la voltige. C'est un drone qui est capable d'avoir du répondant. Par contre, c'est un drone qui se gère avec des lunettes et là on part avec la radiocommande. On a un stick qui est vraiment très facile à utiliser, donc vous devez juste incliner la main pour le faire tourner, monter, descendre, et une gâchette en avant ou en arrière. Donc c'est extrêmement facile à faire voler. Du point de vue du détecteur de collision, eh bien il n'y en a pas.
si ce n'est ici en dessous, on a 2 détecteurs infrarouges, mais ça lui permet, quand il fait son retour à la base, qu'il atterrit, de se positionner par rapport au sol, mais on n'a pas de détecteur d'obstacles, ce qui est dans la logique de faire voler un FPV où vous allez approcher vraiment très près des troncs d'arbres, des branches, etc. On a une durée de vol de 15 minutes par batterie. Dans le mode combo, vous avez 3 batteries. Donc c'est relativement souple, mais bon, là on était sur 30 minutes. On a une vitesse maximum de 58 km/h en mode sport, donc un peu plus rapide que la gamme des Mini. On a une portée de 10 km, on a une hauteur de 5 km qui est théorique, puisque de toute façon on est limité à 120 mètres maximum. Alors quand même une petite différence, c'est qu'en C0 c'est 120 mètres par rapport au lieu de décollage. Donc si vous avez à un moment donné une montagne, on va dire que ici je suis à 120 mètres, eh bien je ne vais pas pouvoir monter plus haut parce que même ici si j'ai 2 mètres, ça ne va pas être autorisé, il va se bloquer parce que je serai donc à 122 mètres de mon point de décollage et donc là il va refuser que je dépasse la limite autorisée. Ce n'est pas le cas avec un drone C1, mais attention, ça n'est quand même pas aussi simple parce que comment est-ce que ça va se passer? En fait, vous réglez sur vos 120 mètres, vous arrivez ici, vous êtes à 120 mètres, vous avez besoin de plus, donc vous passez, mettons, assez près ici, et là vous devez estimer la hauteur réelle, donc mettons ici 2 mètres, et je peux donc augmenter la hauteur à 122 mètres et je vais pouvoir dépasser les 120 mètres sans problème. Donc je pourrais aller jusqu'à 1000 mètres, ce qui est assez intéressant en montagne. Si vous pensez voler en montagne et que vous décollez du bas, ben, au fur et à mesure, vous allez évidemment augmenter, même si vous restez sur un sentier de montagne qui est à 10 mètres de hauteur. Avec celui-ci, vous allez être bloqué, donc le seul moyen, ce serait d'atterrir et de redécoller à chaque fois. Avec celui-ci, vous avez la possibilité d'augmenter la hauteur et dans tous les cas, vous êtes responsable du vol que vous faites. Donc, il serait très possible de voler à 1000 mètres de haut en partant du sol, c'est complètement interdit. Vous allez avoir une alerte au niveau de votre casque, mais vous êtes responsable de votre vol et donc il n'y aura aucune interdiction, contrairement à celui-ci qui va vraiment vous bloquer. Alors ce modèle est en OcuSync 4, ça veut dire qu'il est compatible avec toute la gamme d'accessoires des autres drones. Alors, est-ce que c'est un drone que je recommanderais avec quelqu'un qui veut démarrer avec un drone? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce drone soit vraiment idéal pour un débutant, même s'il est très facile à faire voler avec le motion controller. Point de vue aussi de la réglementation, vous volez avec un masque. Cela signifie que vous devez avoir ce qu'on appelle un spotter, donc vous devez avoir une autre personne qui a la vue dégagée et qui va vous signaler un problème, un hélicoptère qui arrive ou quoi que ce soit, qui va vous signaler donc le problème. Donc vous ne pouvez pas voler seul avec ce drone, vous devez toujours être accompagné de quelqu'un pour avoir l'autorisation de voler. Ensuite, on va parler de ce petit drone. Ici, j'ai le DJI Neo 2 et j'avais le Neo 1 en 2024 que j'ai acheté 350 €. J'ai acheté le modèle suivant, le Neo 2, en novembre 2025 pour 440 €. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur une gamme de produits pas très cher, hein, puisque là, je vous rappelle, 1400 €, plus de 1000 € pour un mini. Alors, l'avantage de ce Neo 2, c'est qu'il a différents modes de fonctionnement, dont un mode autonome, parce que vous avez sur le côté que vous avez ici un affichage LCD
qui vous montre les options du menu. Donc vous n'avez même pas besoin ni d'un téléphone ni d'une radiocommande. Et par contre, il est vraiment complet puisque vous pouvez soit voler librement, donc rien qu'avec le drone, vous pouvez voler avec votre téléphone et une application dédiée, vous pouvez voler avec une radiocommande avec ou sans écran et vous pouvez voler avec des lunettes. Donc c'est vraiment un beau drone. Alors il est en mode C0. C'est plus un drone que je dirais fait pour le vlogging que vraiment pour sortir des superbes vidéos. Quoique franchement je trouve que la qualité vidéo est très bonne. Il a des détecteurs de collision sur le Neo 2. On a par contre une durée de vol qui est vraiment très limitée, elle est de 12 minutes voire 10 minutes. Ça c'est vraiment très gênant, c'est ce qui est le plus gênant je trouve sur ce drone. Ça et le fait qu'il est quand même assez bruyant. Alors ils l'ont bien amélioré par rapport au Neo 1 qui était insupportable. On est maintenant sur quelque chose, on va dire, de relativement bruyant mais acceptable. On a une vitesse maximum de 30 km/h. On a une portée, alors ça dépend de comment vous allez l'utiliser. On a une portée avec le smartphone, ce sera du Wi-Fi. On a annoncé 50 mètres, comptez quand même plus souvent 10 mètres, 20 mètres, ça dépend vraiment de l'environnement où vous volez. S'il y a beaucoup d'antennes Wi-Fi, le drone va être perturbé par cela. Par contre, à partir du moment où vous remettez une radiocommande ou les Google, vous repartez avec 10 km de distance et évidemment vous êtes limité à vue et vous pouvez très bien imaginer qu'une petite bestiole comme ça, je dirais qu'à 20 mètres, 50 mètres, vous ne voyez absolument plus le drone. Donc une hauteur limitée à 120 mètres, on est en C0, je vous rappelle, donc de toute façon le drone va se bloquer d'office à 120 mètres. On est en OcuSync 4, ça veut dire que tout est compatible, tout ce qui est ici est compatible. Et c'est pour moi le drone idéal pour un débutant, mais il faut savoir ce que vous voulez faire. Donc mon coup de cœur si vous êtes débutant, ce serait la gamme des mini, mais on parle quand même de plus de 1000 €. Si vous avez des problèmes de budget, dans ce cas-là, ce drone va vraiment être quelque chose pour vous. Mais si vous partez en vacances et que vous avez l'intention de faire des vidéos, que c'est vraiment votre passion, etc., ici vous allez être un peu frustré. Par exemple, c'est un endroit où je vole assez régulièrement. Lorsque on vole ici, qu'on fait des petites acrobaties entre les arbres, etc., c'est vraiment très agréable. Mais une fois que j'ai fait, je dirais 2 fois le tour du parc, je dois atterrir parce que déjà à 30% de batterie, il décide d'atterrir automatiquement. Donc on est assez limité. Si je donne une comparaison avec un DJI Mini, je vais pouvoir faire 6 fois le tour. Donc je vais pouvoir aller beaucoup plus loin et je vais pouvoir prendre beaucoup plus de temps pour cadrer des photos ou cadrer ma vidéo. Donc c'est à prendre en compte. Mais je dirais que pour un premier drone, on est soit sur un Mini, soit sur un Neo. C'est vraiment le bon choix. Alors ensuite, on va partir sur cette grosse bébête qui est un R3S. Alors l'R3S a une particularité, qu'elle a 2 objectifs. On a un objectif de 24 mm et on a un zoom de 70 mm, c'est-à-dire un zoom de 3 fois. Alors lui, évidemment, la grosse bébête, elle pèse 724 grammes. On est encore en licence C1. Donc on va dire qu'on n'a quand même pas, tant qu'on reste en Europe, on n'a pas énormément de contraintes avec la licence C1, si ce n'est que vous devez passer l'examen en ligne, mais qui ne vous coûte rien. Et on a des petites restrictions au niveau de survol de personnes, au niveau de la distance par rapport à des maisons, etc. Mais c'est tout à fait acceptable, ce n'est pas ça qui va vous bloquer lorsque vous volez. Maintenant, je dirais que si vous voulez être un peu hors la loi, ce qui est tout à fait interdit, bien entendu, il sera plus facile de justifier le vol près d'une église avec un Mini qu'avec ceci où
vous allez avoir du mal de vous faire passer pour un petit amateur qui n'y connaît rien. Alors sur celui-ci, on a un détecteur de collision omnidirectionnel. Vous voyez qu'on a des caméras de ce côté-là, on a des caméras de ce côté-là, on a encore une caméra ici, et on a un lidar. Donc le lidar, c'est le même principe que votre voiture quand vous reculez, hein, le bip du lidar. Donc il est vraiment très bien équipé pour éviter les risques. Maintenant, ne rêvez pas non plus, c'est une période actuellement où on n'a pas beaucoup de feuilles sur les arbres et il y a énormément de chances que vous arriviez à le planter facilement si vous volez trop près de petites branches d'arbres comme vous pouvez voir derrière moi. C'est quelque chose qui ne va pas du tout apprécier et il ne va pas pouvoir les éviter. Et comme vous voyez ici, on est sur des hélices qui ne sont pas protégées, donc ça va être assez délicat. Alors on a une vitesse maximum de 75 km/h en mode sport, donc ce qui est vraiment énorme quand même hein. Pour un drone. Je vous assure que quand vous voyez passer cette grosse bébête à cette vitesse-là, ça fait quand même peur, d'autant plus qu'il y a une certaine inertie hein, quand vous arrêtez. Vous n'avez pas, il n'y a pas l'ABS là-dessus, hein, donc quand vous arrêtez, il faut encore compter quelques mètres avant qu'il ne s'arrête. Pour le reste, on a une portée de 32 km avec la radiocommande. On a toujours notre hauteur limitée à 120 maximum, mais comme il est en mode C1, vous pouvez le débloquer pour le faire voler plus haut. Un gros point négatif sur ce drone, c'est que la mise à jour pour que l'on puisse voler avec des lunettes n'a jamais été faite. Donc vous êtes obligé de voler avec une radiocommande. Et si vous avez vu mes tests récents sur les vols avec la RC, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire. Alors il y a une alternative qui consiste à utiliser des lunettes connectées, mais ça n'est jamais aussi bien que lorsqu'on peut utiliser les vrais Google de chez DJI évidemment. Alors c'est un drone malgré sa taille qui est relativement silencieux. En fait, il a un bruit, je dirais, assez sourd, ce qui fait que lorsque vous le faites monter à 10 mètres de haut, 15 mètres de haut, les gens ne se rendent plus compte qu'ils ont un drone au-dessus d'eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, il nous reste un dernier drone à analyser. C'est le drone dans cette boîte mystère. Vous l'avez compris, il s'agit du DJI Avata 360. Il n'est actuellement pas disponible en Europe. Je l'ai pris en précommande à 939 € avec la version combo et la radiocommande, 3 batteries, le sac, etc. Ça va être quelque chose de très semblable à ceci, mais encore en plus gros. Et la particularité, c'est qu'il va filmer en 360 degrés. Donc on va avoir une caméra au-dessus, une caméra en dessous. Avec une caractéristique tout à fait particulière, c'est que l'objectif va pouvoir tourner, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre un des objectifs en face, voler en mode FPV et utiliser soit le mode 360, soit le mode FPV. Maintenant, sauf s'il y a des corrections qui sont apportées, le mode FPV n'est pas un mode stabilisé, donc ça veut dire que vous n'avez pas un horizon droit, vous avez directement le drone, dès qu'il bouge avec le vent, il va quand même se trouver dans cette position là. Ce genre de carénage est très sensible au vent. Alors normalement avec ce drone-ci, c'est corrigé par des logiciels et par le fait qu'on a une nacelle qui est sur un axe. Si vous n'avez pas le logiciel qui permet de remettre l'horizon droit, c'est quelque chose qui est pratiquement inutilisable si vous voulez faire de la belle vidéo. Alors c'est un drone qui va peser 455 grammes. Si on le compare à la grosse bébête de 724 et l'Avata 2 qui était à 377, vous voyez qu'on est quand même sur un point un peu conséquent. Là on est de nouveau sur une licence C1, c'est idéal pour faire de la vidéo
en 360, mais attention, puisque là je suis en train de filmer avec la DJI Osmo 360, ça implique un montage en post-production et ça implique également une machine pour faire le montage qui soit suffisamment récente et suffisamment puissante. Pour vous donner une idée, le montage va se faire sur un MacBook Air M4. Alors on va avoir, contrairement à celui-ci, on va avoir une détection d'obstacles omnidirectionnelle qui sera fait en fait par les deux caméras. Donc on va filmer en 8K, 4K au-dessus, 4K en dessous, et l'image va être recollée, je dirais, pour faire disparaître le drone. Donc quand vous allez visualiser la vidéo, le drone n'apparaîtra pas sur votre image. Alors 8K, ça peut faire rêver, on peut se dire par rapport à celui-ci qui filme en 4K, c'est le double, donc on a le double de qualité. Mais en fait, pas du tout, pour deux raisons. Donc d'abord, on doit recoller les deux images en post-production, c'est ce que l'on appelle le stitching. Et pour faire ça, eh bien, on va devoir couper dans l'image, cropper dans l'image, et on va donc réduire la qualité de l'image. Si on considère que le 2 x 4K donne 8K, on va avoir au total, au final, une image qui sera peut-être même inférieure à de la 4K. Alors le gros avantage de ce vol en 360 degrés, c'est qu'on n'a plus besoin de cadrer son image quand on vole. Ça veut dire qu'on peut voler simplement et tout autour du drone, toutes les images sont prêtes. Donc si même je le fais voler en avant comme ça, je peux très bien récupérer l'image de l'arrière qui me centre. Et en plus, il y a des fonctionnalités dans le logiciel qui me permet de rester cadré. Donc si je fais tourner mon drone comme ceci, je vais rester à l'image. L'image va se positionner, va se centrer sur moi en permanence. Donc c'est assez intéressant. Moi je vois 3 cas d'usage. Le premier, vous imaginez une église, plutôt que d'arriver comme ça, de voler en crabe et de commencer à me positionner pour avoir des belles images, je peux très bien passer à une distance de sécurité du clocher de l'église, voler, je m'éloigne et à partir de là, après au montage, je ferai tourner la caméra. Deuxième chose intéressante, c'est que si vous êtes dans des endroits un peu touristiques où c'est un peu chaud pour filmer, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite pour obtenir votre film puisque vous allez faire un seul passage et vous avez toutes les positions d'image, donc pas besoin de chipoter pendant 3-4 minutes pour bien se repositionner, pour recommencer la séquence, etc. Une autre chose assez intéressante, c'est qu'avec un seul passage, vous pouvez avoir différents montages avec une seule prise de vue. Donc, typiquement, la vue de côté, la vue arrière, la vue du dessus, la vue du dessous, etc. Donc c'est un très bon drone, je dirais complémentaire. Ce n'est pour moi pas du tout le drone pour un débutant, même si certains youtubeurs et DJI insistent sur le fait que c'est extrêmement facile à piloter. Derrière ça, il y a du montage. Donc si vous n'êtes déjà pas un amoureux du montage, si pour vous, quand vous filmez, quand vous sortez votre smartphone, l'idée de faire des vidéos en vacances, c'est vous appuyez sur le bouton et puis basta, c'est terminé, oubliez tout de suite le nouvel Avatar 360. Parce que à partir du moment où vous aurez filmé, va commencer la période de montage. Donc tout d'abord, vous allez devoir utiliser le DJI Studio pour décider quel est le point de vue que vous voulez adopter. Donc vous allez repasser d'une vidéo 360 à une vidéo normale en MP4. Et à partir de là, si vous êtes un peu difficile, vous allez passer par DaVinci Studio, Adobe Premiere, etc. pour faire des corrections colorimétriques, pour faire les derniers ajustements. Donc vous imaginez bien que pour filmer 15 minutes d'image, vous risquez très fortement de passer quelques heures, voire quelques jours, si vous êtes un tant soit peu méticuleux sur la qualité de vos vidéos. Autre problème que je vais vérifier lorsque je vais recevoir le drone, donc le drone devrait être disponible fin avril,
et je pars début mai, donc j'espère que je l'aurai à ce moment-là pour partir en Italie et faire des tests un peu approfondis. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un drone assez bruyant, et ça c'est vraiment pénible. Et aussi que la qualité vidéo est assez moyenne. Et ça s'explique parce qu'on est sur un extra grand angle, et à partir du moment où vous voulez avoir des images normales qui ne soient pas en mode fisheye, vous allez évidemment de nouveau réduire la qualité de l'image, vous allez devoir corriger cet arrondi et vous allez perdre de la qualité. Et d'après ce que j'ai vu, c'est assez flagrant quand on compare ne serait-ce que l'Avata 2 qui est nettement moins bon que celui-ci, que le R3S. Si on compare le détail dans les herbes ou si on compare la finesse des branches au lointain, on voit vraiment un manque de netteté, je dirais, dans les images du DJI 360 comparé à un R3S évidemment qui est le sommet, et même un Avata 2 ou même un Mini. Donc n'espérez pas faire des images exceptionnelles avec le 360. Par contre, c'est vraiment un drone complémentaire. Je dirais, si vous avez le Mini, un R3S, vous allez pouvoir filmer vraiment des choses de manière assez spectaculaire en 360, sans vous prendre la tête, sans prendre trop de risques dans le pilotage. Donc je pense que c'est quand même un drone intéressant, mais ça ne peut pas être, pour moi, ça ne peut pas être votre premier drone. Alors, il nous reste un dernier point à voir ensemble, c'est de répondre à la question quel drone choisir pour partir en vacances. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre utilisation et le choix que je vais faire n'est pas forcément le bon choix pour vous. Alors, dans mon cas, évidemment, il est clair que je vais partir sur l'Avata 360 puisque je vais juste le recevoir avant de partir en vacances. C'est clair qu'il doit faire partie du voyage. Maintenant, la question se pose entre les autres drones. Est-ce que je prends l'Avata 2 parce que je veux faire des cabrioles un peu plus risquées qu'avec mon nouveau petit jouet 360? Est-ce que je prends le Mini parce qu'il est hyper silencieux, il est très léger et qu'il filme très bien? Est-ce que je prends mon R3S parce que c'est un sommet au niveau de la qualité des images? Ou est-ce que je prends le Neo 2 parce qu'il est très petit, il est très flexible, etc. Alors, après mûre réflexion, je vais me limiter à 3 drones. Vous voyez que 3 drones, ça peut représenter déjà pas mal d'encombrement, parce que là, je ne vous montre pas les sacs, mais bon, les sacs sont assez volumineux. Alors, je ne vais pas prendre le Mini. Je vais prendre le Neo 2, je vais prendre mon R3S et je vais prendre évidemment mon 360. Donc voilà le package que je vais prendre, donc avec les lunettes, avec la radiocommande, le motion controller. Donc vous voyez que ça va déjà faire pas mal de volume. Alors là je vais peut-être vous prendre. Alors pour vous donner une idée, voici déjà le volume que représente un sac. Donc vous imaginez bien, là on va dire déjà 2 sacs parce que le Neo 2, je vais pouvoir le mettre dans sa petite boîte. Je vais essayer de me débrouiller, mais j'ai quand même 2 sacs identiques à ceci et même plus gros pour l'Avata 360. Donc nous avons répondu aux 2 questions que l'on se posait. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle va vous permettre de voir un peu plus clair dans le paysage DJI, puisque à chaque fois qu'il sort un drone, on nous annonce que c'est le drone universel. Et vous voyez très bien que ce n'est pas le cas. Chaque drone est un peu complémentaire. D'ici là, portez-vous bien.